Bienvenue dans Invisibility. Dans cet épisode, je reçois celui que vous connaissez sûrement pour ses films Doberman, 99 francs au Blueberry, le réalisateur, scénariste et producteur Ian Kounen, qui est aussi un fin connaisseur de l'ayahuasca. Cette décoction psychoactive issue du mélange d'une liane, l'ayahuasca, avec une plante, la chacruna, est utilisée dans la médecine traditionnelle indigène en Amazonie, notamment chez les Indiens Shipibo au Pérou. La première fois que Ian Kounen s'y est rendu, c'était en 1999. Depuis, il n'a eu de cesse d'y retourner, tissant des liens avec les tribus et approfondissant sa connaissance de ces autres mondes. Un cheminement cosmique qu'il partage sans relâche depuis plus de 20 ans à travers documentaires, livres, bandes dessinées ou même expériences de réalité virtuelle. Dans cet épisode, on parlera, dans le désordre, de la frontière ténue entre le rêve et la réalité, de science-fiction et de métavers, des esprits, de la conscience des plantes et des chants qui guérissent. Invisibility. Bonjour Yann, merci d'être venu pour Invisibility. Bonjour Natalia, je suis ravi d'être avec toi. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment ça va? Ça va, je me sens bien, je profite du week-end. Ok, alors qu'est-ce que c'est l'invisible pour toi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Et quelle relation tu entretiens avec cet invisible? Alors par essence, l'invisible, c'est ce qu'on ne voit pas, mais avec lequel on peut être en contact, qu'on peut voir dans certaines situations, où on s'endort, en méditation, avec des plantes, dans des cérémonies, dans des lieux. On peut aussi le ressentir, entrer en relation avec l'invisible par ses sens, les autres sens que les yeux, que la vue. Voilà, donc l'invisible, c'est ce qui est autour de nous et avec lequel il faut faire un travail où il y a un chemin pour rentrer un peu en relation. Et après, chacun a le sien. Je pense que par l'intuition, on rentre souvent en contact avec des choses invisibles. Et puis, à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qu'on doit rendre visibles. Par exemple, dans le mouvement de nos pensées, de la cacophonie que parfois on a dans l'esprit. On ne voit pas d'où tout ça vient, tout ce mouvement. C'est un peu ce qu'on voit pas, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais ça commence, je pense, par nous-mêmes. Je pense que le premier travail, c'est d'aller chercher ce qui, a priori, est invisible en nous. Alors justement, tu parles d'intuition. Quand est-ce que tu dirais que tu as eu ces premières intuitions sur peut-être ces dimensions ou cet invisible? Est-ce que c'était jeune, adolescent ou beaucoup plus tard? Est-ce que tu te souviens peut-être de ça, si tu avais déjà un lien avec cet invisible? Je pense que le lien que j'avais plus jeune avec l'invisible, c'est plutôt par l'imagination. C'est parfois un lien que ta culture te montre, t'explique que c'est ton imagination et qui en fait est déjà en contact avec l'invisible. Mais ça, tu mets beaucoup plus de temps à le comprendre. Donc je dirais, moi, dans un premier temps, mon rapport à ce qui était invisible, c'est mon monde imaginaire. J'aimais voyager dans l'imaginaire des autres, ou surtout que la lecture. Je pense que la lecture, c'est un des rares arts où justement on doit créer dans notre esprit, chacun va se créer les images du roman qu'il est en train de lire. Et je trouve que c'est assez beau parce que le cinéma, on ne fait que subir, par exemple. Et la musique est comme la lecture. Ce sont des choses qui vont permettre à l'esprit de fabriquer des images ou de percevoir des images. Donc moi j'étais plutôt dans l'imaginaire, la fabrication d'images, et même quand j'ai ensuite commencé à étudier l'idée d'être dessinateur, je voulais faire de la bande dessinée, du dessin et raconter des histoires. Et donc j'ai rentré aux arts décoratifs à Nice et quand j'ai commencé ensuite, après mes études, à fabriquer des films, assez vite j'ai fait un choix. Je me suis dit, j'ai fait un choix assez tôt. Et de plus en plus, il est devenu clair. Et ce choix, je dirais que c'était de plutôt vivre dans l'imaginaire, dans mon imaginaire et parfois ceux des autres, que dans le réel, qui m'intéressait moins. Ce que me proposait ma société, je trouvais qu'on pouvait avoir une existence plus large en fait,
dans l'imaginaire. On pouvait voyager au-delà de l'espace dans lequel on est assujetti dans notre vie sociale. Et j'aimais ça. Et je me suis dit, bon, après tout, on vit dans les mondes intérieurs dans lesquels on est. Notre jardin intérieur, on peut le cultiver comme on veut. C'est pas... Et voilà. Et donc, j'avais choisi ça. Choisi d'aller dans cet espace. Ça a été mon premier vraiment choix rencontre. Et après, ça a évolué, ça s'est transformé en cours de mes aventures. Alors, est-ce que puisque tu parles des livres, de la musique, mais est-ce qu'il y avait des œuvres en particulier, des auteurs dont tu te souviens qui t'ont vraiment ouvert des espaces imaginaires et qui t'ont donné envie justement de faire la même chose ou de partir dans cette direction? Bien sûr, il y avait dans la bande dessinée par exemple, ça a été, je pense, moi les choses les plus importantes, ça a été les romans de science-fiction et je vais en citer, je dirais Dune de Frank Herbert que je relisais tous les ans entre 14 et 20 ans. Et puis je dirais après, avant, ça a été plutôt Asimov et c'était beaucoup de la science-fiction. Hein. Et puis Philippe K. Dick, hein, lui est à cheval vraiment dans toutes les réalités lues pour lui. Et voilà, donc c'était des choses, que ce soit Dune ou Philippe K. Dick, qui parlent justement de ce lien ténu entre folie et raison, et réalité, et rêve et imaginaire. Donc ça, c'était pour les romans. Métal Hurlant, vraiment, pour la partie création et bande dessinée, avec... moi, je suis de la génération de l'Incal, de Moebius et Jodorowsky, qui m'a bercé, et de bien d'autres choses, de bien des auteurs. Donc, tous les auteurs de Métal Hurlant m'ont éduqué, en fait. Puis, je voulais être dessinateur de BD, donc pour moi, j'étais vraiment... C'était pour moi la création la plus importante dans mon inspiration et dans mon désir, dans laquelle je me reconnaissais. Je parle de là à 14, 15 ans, et bien sûr après. Et après, petit à petit, il y avait bien sûr aussi le cinéma. Et voilà, tous les ans. Le film que j'ai vu à 8 ans, mon père m'avait amené voir 2001 Odyssée de l'espace. Voilà, ça c'est un film qui a été important pour moi. Je voulais pas faire de cinéma, c'était très tardif pour moi le cinéma. Mais voilà, la force du cinéma, je l'ai perçue vraiment pleinement avec ce film. Quand j'étais jeune, et musicalement, après, bien sûr, il y a plein de mondes d'inspiration, mais je dirais par rapport à ce que je fais, que le premier fondateur, ça a été vraiment ça a été la littérature et la bande dessinée de science-fiction. Je crois que j'avais vraiment envie de pas passer trop de temps dans les histoires qui se passaient dans l'époque dans laquelle je vivais. J'étais plus appelé par imaginer le futur, voir ceux qui imaginent le futur, le monde, que ce soit très beau ou cauchemardesque. Alors ensuite, il y a eu l'ayahuasca, pour rentrer dans le vif du sujet, mais à ce moment-là, tu t'intéressais pas spécialement à cette partie du monde de ce que j'ai lu, enfin, tu t'intéressais peut-être plutôt à l'Inde, ta curiosité elle est de ce côté-là, l'ayahuasca est arrivé dans ta vie, est-ce que ça a été, j'imagine, une rupture, un moment clé, quoi, j'imagine. Oui, c'était une rupture, en tout cas, un jalon important. En fait, j'aimais tellement le cinéma que j'ai jamais pensé pouvoir en faire et que c'était trop compliqué. Quand j'ai vu que je pouvais en faire, quand j'ai vu ça aux arts décoratifs, là, j'ai mis toute mon énergie dans le cinéma. J'ai laissé le dessin plus de côté. Et je me suis rendu compte que c'est un langage que je pouvais, dans lequel j'étais à l'aise. Et voilà. Et donc, je me suis lancé un peu corps et âme dans le cinéma. Et dans l'imaginaire, donc voilà, donc là ça a duré une dizaine d'années comme ça, et jusqu'au moment où j'ai fait mon film, c'est mon premier film, le Doberman, et quand j'ai fait ça, je me suis arrêté à un moment donné, parce que en fait, quand vous voulez faire quelque chose, il y a votre propre création, le film que vous avez envie de faire, et il y a quelque chose qui n'est pas forcément très intéressant, hein, mais qui existe, quand vous mettez quelque chose comme un sommet. Et faire un long métrage, c'est compliqué, il y a peu d'élus, et donc je pense que dans le premier film, il y avait la nature du film que je voulais faire, et il y avait aussi l'idée de mettre toute mon énergie vitale jusqu'à ce que j'ai fait un film. Mais une fois que ce film a été fait, je me suis demandé ce que j'avais laissé en route. J'avais un moteur autre, me dire d'ailleurs que si j'allais faire maintenant un deuxième film, j'allais le faire pour qui, pourquoi, et explorer quoi. Et je me suis rendu compte que j'avais laissé en route une part d'exploration qui avait commencé, je pense, avec Dune de Frank Herbert. L'épice, la préscience, la nature, le mystère, la mystique. Et donc j'ai profité de ce moment de respiration pour me plonger effectivement plutôt dans
quelque chose que je n'avais pas fait, aller voir dans les autres cultures quelle est leur proposition de réalité. Et donc l'Inde, Thomas Merton, les Pères du désert, enfin de différentes cultures, différents lieux, jusqu'aux guérisseurs amazoniens, et découvrir qu'il y avait des plantes. Et donc je m'intéressais à l'expérience mystique, je la pratiquais d'une certaine manière, mais j'avais envie du coup que moi de vivre une expérience mystique, on va dire, percer le voile de la réalité, ou entrer en relation avec l'invisible d'une manière forte, même si c'est bref, quelque chose de cet ordre. Et donc voilà, donc j'ai choisi que ce serait la thématique de mon film, qui allait devenir Blueberry, et que peut-être une des choses qui pouvait être le point tournant, le point crucial, c'est l'usage de ces plantes, parce qu'elles correspondaient plus d'ailleurs au cinéma aussi que je faisais, baroque, enlevé, et moi la personne, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, pour filmer quelqu'un en méditation, ou vraiment sur la contemplation, pas à l'époque, pas quand j'avais, pas il y a 30 ans, voilà. Donc, fort de ça, je pense que quand on fait des films sur des gangsters, on peut rencontrer des gangsters, mais c'est dans notre culture. Quand on fait un film, je parle là du millénaire précédent, il faut les rencontrer, il faut les voir, il faut vivre l'expérience aussi, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, c'est comme ça que je suis allé rencontrer l'ayahuasca. Alors, j'ai lu ta BD Dr Ayahuasca qui est sortie l'année dernière. Tu dis un moment, d'ailleurs je la trouve très généreuse parce que tu partages beaucoup tes expériences, qui sont quand même des expériences intimes. Enfin, moi je trouve ça assez impressionnant, la manière dont tu arrives à en parler, à le retranscrire. Et à un moment donné, tu écris « Je n'ai pas résisté, j'ai basculé au sol et mon corps s'est détendu totalement. Je suis mort à mon identité. » Est-ce que chaque expérience, je sais pas si cette première expérience, c'était une forme de mort à ton identité? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, mais ça, c'est parler effectivement du processus de pourquoi l'ayahuasca est une médecine, et de pourquoi il faut faire attention quand on boit de l'ayahuasca, de le faire avec des gens qui connaissent bien le chemin, parce que on peut s'y perdre vraiment tout seul, donc c'est pas quelque chose à tenter. Ce que je le dis dans la BD. Oui, j'ai fait cette BD déjà. C'est une longue aventure, hein, cette bande dessinée, mais je voulais effectivement partager des choses plutôt intimes. Et puis aussi essayer, c'est très difficile même d'expliquer avec des mots et des images, des choses qui sont même si elles sont elles-mêmes des images et des ressentis, c'est très particulier et unique. Mais pour moi, ce qui est important au final dans l'ayahuasca, et je peux pas dire que j'ai découvert ça les premières fois, hein, et ça fait donc 25 ans que je prends des plantes, et régulièrement je vais en Amazonie faire des diètes. Et je dirais aujourd'hui en fait que le travail de l'ayahuasca est une médecine parce qu'il va reconnecter l'esprit et le corps et chercher à créer l'unité. Pour créer cette unité, il va falloir... Les plantes vont déconstruire certaines choses à l'intérieur de nous et certaines habitudes. L'habitude d'associer, de s'identifier à sa pensée, par exemple. Et quand je dis qu'il y a une sorte de mort symbolique à mon identité, c'est qu'on se construit une image de soi à travers des pensées, à travers des sentiments, à travers... Il y a des choses qui sont normales, hein. Il faut avoir une forme de différenciation entre soi et le monde pour survivre. Et aussi se protéger, mais très facilement, si c'est pas tenu par une forme de pratique ou de méditation, on va avoir des constructions psychiques, on va avoir des implants culturels, je dirais des choses... voilà, mais c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça a toujours été comme ça, et ça serait comme ça. Et donc il y a des tas de choses qu'on ne questionne pas, et on se rend compte dans l'ayahuasca, puisqu'il retisse entre le corps et l'esprit, il va à un moment donné, et ça c'est l'art aussi des guérisseurs, attention, c'est pas juste les plantes, c'est comment le chant, qui est une corde émotionnelle de conscience que le guérisseur va faire un chemin en lui, qui va résonner à travers vous et qui va vous faire prendre le même chemin. Et dans ce chemin, vous allez avoir un moment, une crise identitaire. C'est qui je suis ? Est-ce que je suis cet amas d'organes duquel émergent des pensées dissonantes ? Est-ce que c'est ce que je suis ? Est-ce que je suis cette personne importante ou est-ce que je suis absolument rien ? Je suis une respiration dans le flux de l'univers. Et c'est ça l'identité. Et pour être bien, il faut à un moment donné
que l'esprit se rende compte à quel point les pensées naissent du corps, à quel point l'esprit peut venir avec des senseurs, sentir le corps et qu'il y ait une unité de l'être en fait. Alors on est une seule chose, mais je dis aussi dans cette BD qu'on a tendance à prendre notre corps et le balader comme un petit chien, là où on veut le balader. Et l'ayahuasca, ce corps devient un tigre gigantesque, mais c'est aussi vous. Alors vous ne pouvez pas le balader comme ça. Et donc il faut s'allier. Et voilà. Donc c'est une alliance, je pense, la plus importante entre le corps et l'esprit, et bien sûr, dans cet élan-là, dans le corps, il y a des tas de pulsions, de peurs, de désirs, de choses, et tout ça, il faut qu'elle vous traverse. C'est souvent l'ayahuasca est un nettoyage de tout ce qui vous pollue, puis aussi qui vous aide à développer l'acuité Vous n'êtes pas les pensées. C'est comme, moi je pense aujourd'hui, tiens voilà, je le dis, je pense aujourd'hui que quand je pense, je regarde ce qui traverse et tout n'est pas de moi. Voilà. J'imagine du coup qu'à chaque cérémonie, il y a des formes de, comme tu dis, de nettoyage, peut-être la mort de certains processus, de certaines pensées, de certaines structures qui sont implantées. Est-ce que tu aurais des exemples des choses auxquelles tu as pu mourir ces dernières années et auxquelles tu es né grâce à ces morts? Est-ce qu'on peut parler de cette façon-là? Ou des choses dont tu as réussi à te débarrasser? L'ambition, je pense. Ça remet un petit peu ce qui est important dans l'avancée dans la vie. C'est bien sûr, moi si je fais un film ou un dessin ou une BD, je préfère que les gens l'apprécient et qu'il y en ait le plus possible pour que je continue. Mais s'il n'y en a pas tant que ça et qu'elle n'est pas si appréciée que ça m'affecte beaucoup moins. J'ai moins d'attentes de résultats. Je ne place pas trop dans l'attente. Je place beaucoup d'énergie à essayer de faire de la meilleure façon le film ou l'album. Mais après, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc je suis moins dans une attente de reconnaissance et du coup moins affecté par le jugement aussi, voilà. Donc c'est je pense une détente par rapport à une détente générale, de se dire aussi qu'il y a des moments dans la vie où c'est important d'avancer, de faire des films si c'est intéressant et puis parfois faire d'autres choses. Et je pense que avec l'ayahuasca, j'étais parti plutôt pour un cinéaste d'un certain type de film, et à partir du moment où j'ai pris les plantes, très vite, je suis allé dans plein de directions différentes et fait des films très différents, des documentaires, et puis des expériences de réalité virtuelle, et puis finalement du dessin. Et là, je sais pas encore où je vais aller vraiment, donc ça m'a ouvert aussi. On fait un film, on risque moins de choses, on peut prendre plus de risques, du coup. On peut aller dans un domaine où on est plus fragile, on se dit ce type de film, je sais pas si je serais capable de le faire, mais c'est pas très grave. Le tout, c'est de bien mettre son énergie dans ce qu'on fait, de mettre vraiment, de ne pas être feignant, de vraiment considérer bien les choses, d'essayer d'être créatif et vigilant et détendu dans le processus. Mais c'est tout, voilà. Il y a une des choses que je trouve intéressante, c'est dans ta manière de parler de l'ayahuasca, quand tu parles de technologie très avancée, de science, ce qui peut paraître contre-intuitif pour les personnes qui connaissent pas ces univers-là. Et dans Docteur Ayahuasca, je te cite encore, mais parce que bon, je le dirais beaucoup moins bien, tu dis « La nature est la plus puissante des technologies, je viens d'elle, je suis une de ses parcelles ou cellules, je suis un élément intelligent traversant le vide intersidéral. Les indigènes ont conservé cette connaissance, cette alliance avec le vaisseau et ses interfaces intelligentes, les plantes enseignantes. Ils ont la générosité de partager cela avec nous, les enfants turbulents d'une civilisation qui fracture sauvagement les compartiments du spaceship Earth. » Tu parles de technologie, et d'ailleurs il y a une citation au début de ton film D'autres mondes, ton documentaire, qui est « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie », qui est d'ailleurs d'un des co-auteurs de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, j'aime bien cette vision que tu donnes de technologie. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est assez simple. Nous, on oppose la technologie et la nature, parce que pour nous, la technologie, c'est ce que l'homme fabrique. Alors, moi, je veux bien,
Et je suis d'accord, hein, et moi j'adore la technologie humaine, hein, je l'utilise beaucoup, et je suis fasciné par l'inventivité. Mais ce que j'essaie de dire là, dans ces phrases, c'est que d'ailleurs, c'est finalement assez indigène, hein, comme regard. C'est-à-dire la réalité de la chose, c'est que cette planète vivante, complexe qui est la Terre, elle tourne autour du Soleil qui lui-même fonce dans la galaxie. Donc on est dans un vaisseau. Et un vaisseau dans lequel on est partie prenante, mais on est aussi des passagers de ce vaisseau et qu'on détruit, quoi. Donc moi, ça m'aide de parler déjà de vaisseau, parce que c'est ce que c'est. Et que l'architecture de la nature, on est totalement reliés. En fait, on fait partie de la nature, voilà. C'est-à-dire que la nature en elle-même, nous, on a inventé une technologie, mais comme on est issu de la nature, cette technologie qu'on invente, c'est la suite de la nature. Et pourquoi la différencier au fond, qu'elle soit cellulaire ou de silicium, hein, et voilà, parce qu'il y a un lien entre toutes les règnes du vivant, une intelligence. Après moi, de par un petit peu le temps que j'ai passé, les diètes que j'ai fait, il y a effectivement, avec certaines plantes, une interface de communication avec une intelligence qui est à l'intérieur des plantes et qui est dans la nature. Et c'est en fait assez évident, mais le problème, c'est assez évident pour quelqu'un qui débarquerait sur la planète et qui la regarderait d'un peu plus haut, qui aurait suivi au moins le cursus entier de par sa culture de lien avec la source de la planète, dont on est juste des cellules en fait, et qui est là, on est en train de devenir une maladie sur la planète, une sorte de cancer quand même, l'homme, sur l'être de la planète. Voilà ce que je trouve qu'il y a à garder. Alors les indigènes, ils sont très contents qu'on arrive avec certaines médecines, certaines technologies, on est bien d'accord sur tout ce qu'on a de positif dans notre culture, et dans notre savoir-faire, dans notre science, hein. Je n'oppose rien, moi. Je suis un enfant de ma civilisation et j'adore notre science et notre culture. Et voilà, je n'écrase pas les 12 siècles de philosophie, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que pour percevoir cette chose indigène, pour se dire que parce qu'on va prendre une plante, que nous on sait qu'il y a une chimie psychotrope, on va commencer à avoir des esprits, pour le faire croire le faire rendre possible à quelqu'un de notre société, avec tout ce qu'il a appris et comment on lui a présenté les choses, et que la science, elle nous permet de faire plein de choses, mais tant qu'elle n'a pas la réponse sur les grandes questions, on est d'accord. Voilà, donc après c'est une question de foi, voilà. Mais c'est très très difficile, là si quelqu'un m'écoute, de me dire mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi, c'est une science avec les plantes, eh bien oui. Parce qu'on est des martiens sur cette planète, en fait. Et ça s'accélère quand on voit notre empreinte, comme on est accroché à nos téléphones, à nos liens, tout nos liens avec la nature sont plus difficiles. Et donc, du coup, c'est très complexe de pouvoir comprendre qu'il y a une science avec des procédures, avec des liens, qui intervient avec un niveau chimique, avec un niveau énergétique, avec plein de choses, mais qui a voilà, que c'est un monde conscient, les plantes sont conscientes, et qu'il y a des interfaces qui ont été mises à disposition dans le vaisseau de Terre pour que les différents départements puissent être reliés et échanger de l'information. Voilà. Et d'ailleurs, les chamans ont... les cérémonies, pour en avoir discuté avec plusieurs chamans, mais c'est pas du folklore, c'est parce qu'on pourrait se dire, il y a un feu, ou il y a le noir, ou il y a tel chant, il y a machin. Mais en fait, tout est extrêmement précis. Chaque chose, chaque esprit qui est invoqué, chaque apparition, chaque chant, tout ça ça revient d'une connaissance profonde et d'un savoir qui s'est transmis. C'est pas au hasard qu'on va chanter. Et d'ailleurs, tu parles beaucoup des Icaros et de ce lien qui te maintient. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ces chants, par exemple? Oui, quand je dis c'est une science, c'est-à-dire que c'est une science ou un savoir-faire, peu importe, mais dans un savoir-faire d'un artisan, il y a de la science. Hein, la science, il connaît les métaux quand il va forger quelque chose, et voilà. Et là, c'est à la fois... mais c'est un autre monde. C'est-à-dire, ça se passe autrement. Mais il y a un cursus, pour comprendre, d'apprentissage. Nous, par exemple, quand on fait de l'éducation, qu'on va passer un diplôme, on va faire des études. Mais en Amazonie, c'est pareil, ils font des études. Sauf que les professeurs, ce sont des plantes.
c'est-à-dire que le maître, le maestro ou le guérisseur avancé, on va dire, hein, ne prenons pas de terme un peu ésotérique, mais le guérisseur qui a beaucoup d'expérience va faire diéter certaines plantes à celui qui veut apprendre l'art de guérison ou se soigner dans certaines périodes, parce qu'à un moment donné, quand il va s'isoler complètement et qu'il va être dans la nature en prenant ses plantes, qu'il aura été guidé par certains chants, il va se mettre à recevoir la médecine. Et donc, c'est sa faculté, en fait. Pendant 1 an, dans la forêt, tout seul, il va voir les cours de... Et ça, c'est pour une seule plante. Mais ça peut durer des années et des années. Oui, voilà, donc c'est des cycles d'apprentissage. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un apprentissage, comme nous, on a un apprentissage pour obtenir un savoir-faire. Voilà. Et de l'autre côté, cet apprentissage va façonner aussi l'être, normalement. C'est pour ça qu'il doit être bien fait, parce qu'on a c'est des plantes de pouvoir, donc il faut faire assez attention à comment la créature qui se relie aux plantes va aussi va regarder à l'intérieur. Elle n'est pas juste... Elle doit faire d'abord sa propre guérison complète. Elle doit pouvoir équilibrer ses forces, pouvoir savoir quand l'obscurité se pointe, savoir agir, etc. en elle-même. Donc il y a tout ce travail. Et les Icaros, ce sont des sortes de chants en partie improvisés avec des patterns, je dirais des motifs répétitifs et agençables différemment. Il y a une structure dans un chant, mais chaque fois quand un guérisseur va s'asseoir pour vous chanter lui-même à l'ivresse, vous avez l'ivresse, il va voir. Et dans sa vision, dans son intuition, dans ce qu'il voit aussi dans son monitoring, hein, on va dire c'est comme un moniteur, c'est comme un scanner, il est sous l'effet des plantes, il va voir, de par les diètes qu'il a, il a une certaine acuité à voir certaines choses, et du coup, entre son intuition qui aura été développée pour que le canal soit le plus... la communication entre le monde invisible des plantes et lui-même puisse passer, va devenir... Le chant va descendre. Les guérisseurs disent que les esprits viennent chanter à votre oreille. Et on peut le voir dans les visions. Et là, il va devenir être centré le plus possible dans son être pour être le plus transparent, avec des bonnes intentions, relié au cœur. Et il va chanter la médecine. Et lui, dans son mental, il va faire passer des patterns qui vont le stabiliser cognitivement dans le chant, parce que l'ivresse est forte sur et vous êtes parfois agressé par des visions, donc il va y avoir une sorte de stabilisation cognitive, et en fonction de ce qu'il va rencontrer dans son propre voyage et le voyage qu'il voit sur le patient, adapter le chant pour aller appeler une autre plante, pour aller faire un travail de centrage, pour aller nettoyer, pour aller faire sortir des émotions, pour harmoniser les sentiments et les émotions. Et donc il va travailler comme ça sur les dimensions émotionnelles, sur les sentiments, sur les peurs. Mais tout ça, c'est pas pareil. Voilà, il va. Et le but de ce travail-là, si on dit vous n'avez pas une affection particulière ou un problème à soigner vraiment particulier, il est de renforcer une sorte d'estime de soi juste, avec humilité, on va dire. Voilà, et de renforcer un peu l'être, mais pour qu'il soit, que le corps et l'esprit soient en relation. Parce que quand on est trop dans nos pensées, dans la vie, ça, on peut tous le percevoir. Quand on est happé par les news, tout ça, c'est des énergies qui vous rentrent dedans. Si on se passe sa journée à regarder les news en ce moment, par exemple, là, vous napalmez d'obscurité. Et en même temps, il faut savoir un peu, donc il faut faire très attention, il faut se rendre compte que tout, pour moi aujourd'hui, après mon voyage chez les Indiens, tout était énergie. Je vais arrêter de lire certains livres, ou je vais arrêter de voir certains films, parce que je sens qu'en fait, ils portent une énergie, et parfois c'est des grands cinéastes, c'est très bien fait, voilà, donc
ou des livres, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas voir des œuvres d'ailleurs sombres et dures, mais ça dépend. Ouais, je m'identifie à ce que tu dis, on prend conscience que chaque chose nous nourrit. Et donc, c'est comme la manière dont tu te nourris, tu dois faire attention à ce que tu ingères. Enfin, que ça soit à travers les yeux, que ce soit à travers les rencontres, que ce soit... Voilà. Moi, par exemple, c'est un exemple. Moi, récemment, j'avais pas vu Furiosa de George Miller, mais j'avais beaucoup aimé le film précédent, Fury Road. Et bien sûr, je suis biberonné au premier Mad Max, dans mon inspiration que je voyais avant de faire du cinéma, voilà. Et je trouve que c'est un metteur en scène brillant avec beaucoup de créativité, de folie. Et donc je l'ai vu récemment. Je l'ai vu, j'allais me coucher, j'étais avec Mad Max, il fallait que je nettoie ces images, il fallait que je regarde, que j'en profite pour regarder. Alors pourquoi certaines me fascinaient alors qu'elles étaient obscures, mais surtout pour nettoyer le lendemain aussi. Donc il y a un travail de méditation derrière pour reprendre de la distance. Et ça n'empêche que j'ai envie, par exemple, maintenant de revoir, puisque dans la chronologie, Fury Road est après. Mais ça va me demander un travail. Donc, je veux dire ça parce que je suis pas non plus... je vais pas voir que des petits contes de fées et tout. Je vois des films, mais j'ai un rapport à l'image, je fais attention. Et d'où l'importance aussi de faire attention avec qui tu travailles dans ces cérémonies. Tu parlais du guérisseur et de sa formation. D'ailleurs, toi, tu as développé une relation assez particulière au fil de ces 25 années avec un guérisseur. Il y a un lien désormais entre lui et toi. Oui, il y a un lien vraiment fraternel qui s'est développé avec un guérisseur, mais en fait, il m'a fait rencontrer d'autres guérisseurs. Donc moi, je dirais que je travaille plus généralement avec une ethnie. Je pourrais m'asseoir avec les Shipibo. Et après, j'en ai rencontré plusieurs. J'ai rencontré aussi d'autres ethnies. J'ai pris des plantes avec des chouars. Mais c'est avec les Shipibo que j'ai ma relation, puisque le premier que j'ai rencontré vraiment, c'était un Shipibo. Donc, c'est pour ça que je fais une page dans ma BD où je dis, bien sûr, il y a celui qui m'a beaucoup aidé, et guidé, et fait découvrir. Et il y a tous les autres. Voilà, donc aujourd'hui, je dirais vraiment les Shipibo. Parce que c'est toujours difficile d'avoir une personne, et c'est même quelque part aussi une volonté du guérisseur de ne pas être complètement la personne auquel on s'en remet, presque religieusement. Cette dimension un petit peu de... parce que forcément après, dans les cérémonies, on a des pensées, on demande au secours, et on pense qu'on est en sécurité absolue avec cette personne et tout, mais nos propres pensées vont demander beaucoup de travail, parce qu'elles vont générer des forces aussi pas très bonnes. Et donc, il est bon par rapport à l'ayahuasca, et je pense un peu dans tout, d'aller voir un peu des différents, et peut-être d'ailleurs qu'ils se connaissent, peu importe, de tisser une relation qui fait que ça passe par plein de gens. Et puis après, avoir aussi, moi, au bout de 25 ans, j'ai ma propre relation aux plantes. Mais vraiment, mon cœur remercie encore ces rencontres avec le peuple Shipibo et ses guérisseurs. Alors, j'ai envie de parler du métavers, parce que tu as écrit un livre avec Romuald Le Terrier, qui est chercheur en ethnobotanique et spécialiste du chamanisme. Ça s'appelle Métavers et s'il avait toujours existé. Et vous interrogez la question de finalement, est-ce qu'on ne serait pas déjà dans un métavers naturel ? Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le métavers ? Et ensuite, nous parler de ce métavers naturel. Oui, c'est pas un bon titre en fait qu'on a pris, je pense, pour ce livre. Mais c'est vrai qu'on connaît pas forcément le métaverse, ou c'est presque passé de mode. Mais le métaverse, c'est ce monde virtuel dans lequel on peut être plongé avec un casque de réalité virtuelle, et on a beaucoup parlé ces dernières années de cette nouvelle vie qu'on va avoir virtuellement en étant assis dans son canapé, en mettant un casque. Et ceux qui ont mis le casque Apple sur le nez se sont rendus compte que c'était de la science-fiction, on est vraiment ailleurs. On pourra même travailler ou vivre des expériences dans ces casques de réalité virtuelle. Et ça a l'air d'être une invention complètement humaine, et donc tout le monde parle du métavers, et tous les grands de la Silicon Valley essaient de développer le leur, etc. Voilà, donc ça c'est le métavers. Pourquoi a-t-il toujours... la question est s'il avait toujours existé. C'est parce qu'en fait, souvent l'homme reproduit des choses qui sont dans la nature. On regarde les oiseaux pour fabriquer. Au début, les premiers avions, ils battaient des ailes. Ils essaient de faire battre des ailes comme les oiseaux. Donc on observe la nature, la matrice,
dans laquelle on fait partie. Et puis, à partir de là, on va trouver quelque chose, une technologie qui va, en imitant, nous faire nous déplacer, nous faire apprendre, nous faire conserver, reproduire, et une aptitude pour avancer. L'hypothèse que nous posons avec Romuald, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire, en fait, avec le métaverse, quelque chose qui existe, dans lequel on est complètement tout le temps baigné, ce monde invisible, le monde des esprits pour les indigènes, l'inconscient collectif peut-être dans notre culture, dans laquelle nous baignons. Je te cite parce que tu dis à un moment, dans sa culture, l'homme occidental a perdu la technique et la conscience de cet espace, il a inventé le cyberespace. L'indigène, lui, utilise l'espace spirituel qui est toujours présent. Ce monde psychologique peut être vu comme le métavers naturel, il est difficile d'y entrer, il faut être guidé par quelqu'un qui connaît le chemin et bien sûr, il est contraignant d'y rester relié, mais il existe. À chacune de mes diètes, je l'ai perçu de manière claire. Et oui, c'est vrai que du coup, quand vous rentrez en diète, et quand vous faites une diète un peu longue de plusieurs semaines avec une plante, et vous êtes seul dans la forêt, à un moment donné, vous commencez à voir vraiment différemment les choses, vous pensez différemment, vous percevez différemment, vos sens sont différents, et vous rentrez dans cet espace. Sans forcément prendre de plantes psychoactives, hein. Parce que vous diétez une plante, parce que vous avez fait peut-être des cérémonies avant. Donc diéter une plante, c'est être isolé, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais je le répète, et prendre une décoction de cette plante oui, mais ça... tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pendant 1, 2, 3 semaines, voire plus. Mais les plantes, ça peut être des... on peut par exemple diéter, moi j'ai diété la rose et le chêne, c'est pas des plantes psychoactives, c'est des plantes qu'on a dans notre culture. Mais on peut rentrer du coup dans ce monde-là. Et après, quand on prend la préparation d'ayahuasca, à ce moment-là, l'ayahuasca devient un moyen de rentrer dans l'espace de la plante qu'on diète. Donc on va avoir un monde le monde de la rose, le monde du chêne et le monde des autres plantes qu'on diète. C'est comment le monde du chêne, par exemple ? C'est très beau. C'est très beau. Voilà. Non, et c'est ce qui est intéressant, c'est que notre culture, dans le monde, par exemple, du chêne, il y a des éléments de notre culture dans le monde visionnaire du chêne. Parce que le chêne, il a été travaillé par des tas d'êtres dans notre histoire qui ont relationné avec le chêne et qui ont donc nourri ou travaillé sur ces mondes invisibles du chêne. Et donc on peut se retrouver dans de la mythologie occidentale, dans des visions avec le chêne, par exemple. Mais quelque part, ce qu'on essaie de dire avec le livre, c'est de dire en fait... C'est complexe pour nous de pouvoir occidentaux. Il y a ceux qui ont diété, qui ont pris les ayahuasca, et pour eux, on discute. Mais pour les autres, ça reste de la science-fiction. Ils disent quand même, les mecs, ils prennent de la drogue. Et là, ils commencent à dire que c'est cohérent, que c'est une science. Et enfin, c'est quand même terrible, quoi. Voilà, c'est un peu pathétique. Et tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on ne peut pas voir la cohérence. Et d'ailleurs, quand on va prendre peut-être pour la première fois, si on est un peu en vrac, qu'on n'a pas fait un travail sur soi, on va vomir, on va avoir de la confusion, on va avoir des visions sombres, parce qu'il y a tout un travail de nettoyage, hein. Je ne dis pas quand on arrive, on va voir d'un coup les esprits magnifiques, et pas du tout. Il faut travailler pour que le corps, l'esprit, le lien entre le corps et l'esprit, et tout ça soit nettoyé, vidé, et de tout ce qui le pollue, il leur donne d'autres façons parce que quand on se déplace dans une ivresse d'ayahuasca, on se déplace avec le corps. Voilà. C'est ça qu'il faut. C'est pas juste l'esprit qui va décider d'aller dans une vision. C'est la manière dont la nausée qui va vous traverser, de comment vous allez accepter les mouvements de votre corps en gardant un petit peu de vigilance et en restant bien, à ne pas saisir les peurs. Et voilà. Et petit à petit, les voiles, le pilotage, ça prend avec le corps entier en fait. C'est le corps et l'esprit. Et c'est difficile à expliquer. Mais ce qu'on dit dans Métaverse, je reviens un petit peu à la question, c'est de se dire en fait, si on voit, et ça c'est Bernardo Kastrup qui le dit, mais il dit que pourquoi on voit les choses de cette manière et on perçoit le monde de cette manière. On perçoit le monde comme ça, on voit pas tout le spectre lumineux, on voit pas tout ce qu'il y a, on le sait. On a un spectre réduit à tous les niveaux de nos sens. Parce que petit à petit, peut-être même au cours simplement de l'évolution et de la sélection naturelle, disons, on a fait en sorte de ne garder que les éléments du spectre qui sont intéressants pour
pouvoir nous déplacer et agir dans la dimension dans laquelle nous sommes. Et survivre. Donc à la base, survivre, c'est-à-dire on a besoin d'entendre certains sons pour détecter, de voir certaines choses pour pouvoir chasser, mais pas d'autres. On a besoin de certains sons, on va créer le langage, on va pouvoir communiquer, procréer, se reproduire, et se passer de la connaissance et avancer. Mais par contre, quand vous prenez des plantes, d'un coup, c'est comme si on a façonné un casque de réalité virtuelle en limitant les sens pour qu'on puisse naviguer. On a fait un tableau de bord, c'est une interface, c'est pas le monde, on voit pas la réalité. La réalité qu'on voit, c'est une compression de la réalité qui est comme une interface. Je prends l'exemple d'un email, quand on dit, je crois, j'envoie un email, vous appuyez sur une touche, mais c'est juste une interface. Si vous n'avez pas fait tous les codes, sinon personne n'enverrait d'email. Mais on a fait ce raccourci, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on sent, c'est ça la réalité. Non, ça c'est la nature de l'interface avec le réel. On l'appelle la réalité, c'est la nature de l'interface. Quand vous prenez des plantes, le système entier, alors ça c'est moi qui vais dire, le système entier, c'est dire bon, c'est important qu'ils vivent là, mais il ne faut pas qu'ils oublient que c'est autre chose aussi. Hein, ce serait logique d'ailleurs, hein, d'un point de vue de rendre le vaisseau Terre flottant dans le cosmos mieux connecté entre les différents éléments. Donc, dans la nature, des plantes vont fabriquer une molécule qui va permettre d'enlever le casque, en fait, ce casque limitant, et de voir la réalité, et de pouvoir recevoir de l'enseignement, de la connaissance et du soin. Mais de l'enseignement. Sauf que, heureusement qu'on n'est pas toujours comme ça, parce que sinon, on mourrait très vite. Donc, c'est intéressant que l'interface se soit en même temps créée pour que, pendant quelques heures, ces individus-là peuvent accéder à la réalité, au réel, parce qu'après, ils pourront revenir, ils auront des nouvelles informations, ils remettront leur casque sur la tête, mais avec ça, ils pourront agir et passer d'un état à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on essaie de développer. Pourquoi on vit dans un métaverse déjà, en fait? Mais alors moi, ça m'a retourné l'esprit, c'est quand tu parles d'avatar, du fait qu'on est des avatars, mais des avatars avec un libre arbitre, bien plus grand que n'importe quel avatar de jeux vidéo et tout, parce qu'on peut choisir qui nous joue. Alors ça m'a complètement bluffé, j'adore, maintenant je ne vois plus que ça, mais c'est passionnant parce que je trouve qu'en fait ça aide à construire un peu tout ce qu'on voit dans ces expériences et tout d'un coup à le ramener ici, à en avoir conscience dans des choses très concrètes en fait. Et ouais, j'aimerais bien que tu t'en parles parce que... Moi j'aime bien trouver des métaphores ou des exemples, des fois, parfois ça marche pas toujours, mais là j'aimais bien celui-là. En fait, ce que j'ai commencé à dire un peu, mais quand je disais tout à l'heure au début de notre entretien, quand je disais que, par exemple, ça m'a permis de découvrir que toutes les pensées n'étaient pas les miennes. Voilà, ça c'est quand même intéressant de se dire ça avec l'ayahuasca. Vous allez vous le dire, ça m'appartient pas. Mais c'est intéressant parce que si on l'a comme ça au naturel dans la vie parisienne, où on peut vite devenir zinzin. Voilà, on peut vite. D'ailleurs là, des gens, il serait logique que vous qui écoutez cette émission vous dites, punaise, il est un peu border, le pauvre, et voilà. Et en fait, c'est quoi? C'est ce que je veux dire par là, c'est cette histoire de joueur, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des pensées, mais si on observe, si on médite profondément, sans avoir besoin de prendre de l'ayahuasca ou des plantes fortes, mais de faire un vrai exercice, de reconnaître sa pensée, de voir à quel point d'un coup il y a une pensée, vous ne savez pas d'où elle vient. Et à un moment donné avec l'ayahuasca, on se rend compte que ces pensées, elles ont un visage. C'est comme si des énergies nous traversent, elles veulent habiter en nous, et pour pouvoir venir s'installer en nous, ces énergies, qu'elles soient on va dire des anges ou des diables dans l'inconscient collectif, des formes archétypales, une énergie qui est autour de nous, elle va s'utiliser la pensée, et c'est à nous de ne pas l'accrocher ou de l'accrocher. Voilà. Et c'est ça que j'essaye de dire, c'est ça le joueur. Le joueur, c'est l'émotion, le sentiment, la chose qu'on va avoir face à l'action qu'on va prendre, que ce soit une action, quelle qu'elle soit, de se lever pour aller lire un livre, ou dans pleine discussion, ou pour aller aider quelqu'un, ou pour au contraire taper sur quelqu'un.
Et ça, c'est le joueur. Le joueur a cette énergie en nous, de ses forces. Souvent, dans la religion, ils incarnent ça comme des divinités, courroucées pour certaines, ou des démoniaques. Mais c'est ce qu'on est. Et l'ayahuasca vous montre ça, que vous êtes à la fois toutes ces émotions, les pires comme les plus belles. Et qu'en fait, la seule chose, c'est ça. Vous pouvez choisir quelle émotion, mais plus loin, quel joueur. Elle a un visage en vous, c'est pas simplement votre émotion, c'est le monde de l'émotion. On est traversé par des mondes. C'est comme ça que moi je ressens les choses. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est comme ça que je le lis, comme ça que je vis. Moi, ça me parle, hein, vraiment. On est des avatars joués par des joueurs qu'on peut choisir. On peut refuser, hein. C'est d'ailleurs tous nos mythes, toute notre fiction est faite de ça, de celui qui reçoit une souffrance énorme et qui doit derrière, il choisit la vengeance ou le pardon. Qu'est-ce que nous cultivons, nous, dans nos sociétés comme moteur? Et ça, c'est choisir le joueur à un certain niveau pour moi. Oui, avoir conscience qu'à chaque fois qu'on nourrit un des joueurs, on crée une alliance qui se renforce. Donc, avoir conscience de ça, ça permet aussi de faire les bons choix et en tout cas faire des choix en toute conscience, quoi. Oui, c'est difficile et moi, c'est difficile. Hein. Bien sûr que je ne vis pas comme quelqu'un qui regarde qui joue à travers lui, mais je crois en ce principe et parfois je l'oublie parce que quand on est tous saisis par une émotion forte, qu'elle soit celle de la peur ou de la colère, c'est parfois difficile d'un coup on a donné le champ au joueur et on s'oublie, on disparaît, la conscience disparaît. Quand on n'est plus qu'identifié à ce sentiment et on a rendu la main, en fait. Bah, tu dis c'est difficile et à un moment donné tu dis, j'ai noté aussi ce passage, mais dans la cité tumultueuse, l'invisible a plus de prise sur nous car nous ne sommes pas conscients du phénomène. Nous sommes en train de faire 1000 choses et distraits par 1000 autres quand on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de soi. Et en soi, quand on n'est pas présent, on est plus fragile et vulnérable. C'est intéressant parce que du coup, c'est cette question. Ça pourrait paraître contre-intuitif aussi de se dire on est plus vulnérable dans une diète tout seul dans la forêt plutôt qu'ici en ville. Et en fait, pas du tout. C'est cette question d'être lié en conscience. Bien sûr, bien sûr. Quand on est pris dans toutes les énergies de la ville ou de ce qu'on regarde et de ce qu'on fait, et bien sûr, on n'a pas le discernement. Je vois même sans aller au fin fond de la jungle, je vois quand je vais un peu m'isoler à la campagne, ce que j'essaie de faire régulièrement, dans quelle énergie je suis, et c'est toujours très intéressant de sentir cette énergie au moment où on s'endort, au moment où on se réveille. Quelles sont les pensées, comment l'humeur, quelles sont les voix qui résonnent. Donc de descendre consciemment dans le sommeil. Il y a toujours une étape où on est entre deux, il y a des fictions qui viennent un peu se nourrir des pensées, des choses comme ça. Et moi je vois que j'ai quand même beaucoup plus de travail et de devoir de concentration quand je vais me coucher. Quand je suis en ville, dans l'effervescence de la cité, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup plus de mouvement dans mon esprit, voilà, et d'un coup on se rend pas compte qu'on a été touché par des énergies, par des jugements. On est beaucoup plus à même à élaborer des jugements. C'est pas des bonnes énergies quand on juge les autres. Et en retour, en plus, on ne fait que se juger soi. Donc c'est vraiment une des choses qui faut travailler le plus à éliminer. En tout cas, moi j'essaye et je fais le max pour ça parce que c'est des énergies qui viennent vous embêter après le soir. Et comme dans notre culture et dans notre société, il n'y a pas du tout cette dimension. Donc du coup, oui, quand on ne sait pas qu'il y a un prédateur, le prédateur peut se régaler. Oui, je pense que c'est des bonnes niches à énergie un peu lourde, les villes. Je voudrais parler juste de tes projets. Tu as un projet dont tu parles qui est de reproduire ce type d'expérience de cérémonie grâce à la technologie. Enfin, il y avait déjà la VR que tu as faite qui a été présentée d'ailleurs au Quai Branly, que moi j'avais fait à la World Ayahuasca Conference en 2019 et qui est super. Mais là tu voudrais faire Luc, tu voulais faire un projet qui s'appelle Deep Self. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que tu peux en parler rapidement?
Deep Self, c'était l'idée de faire un voyage en réalité virtuelle au fond de soi. Voilà. Et là, d'être plus dans une tradition, c'est-à-dire c'est pas psychédélique, mais ça l'est profondément. Et c'est d'utiliser les arcanes, les archétypes, la géométrie sacrée, et de créer des expériences symboliques qui provoquent une expérience de conscience. Et l'idée est de développer avec cette expérience de réalité virtuelle la relation toujours entre le corps et l'esprit. En tout cas, voilà, aller vers cette fusion. Voilà, donc ça c'est un projet. Aujourd'hui, le monde de la réalité virtuelle est devenu un peu compliqué pour les productions. Il y a peut-être d'autres espaces dans lesquels on va pouvoir faire de la création et peut-être reprendre ce concept-là. Aujourd'hui, quand on veut parler d'un sujet ou quand on a une histoire à raconter, j'ai l'impression que notre monde contemporain, c'est de trouver quel est le meilleur média pour cette histoire. Est-ce que c'est un livre, une série, un long métrage, une expérience de réalité virtuelle, une expérience immersive, un opéra, voilà, un livre. Je crois qu'aujourd'hui, tout est un peu comme ça. Donc je ne sais pas comment va finir Deep Self, mais j'aimerais bien y revenir. C'est-à-dire faire au fond une expérience qui bien sûr vient de l'éducation ou du chemin que j'ai fait avec l'ayahuasca et avec les Shipibo, de la médecine indigène, mais de le faire comme artiste, c'est-à-dire là du coup de sortir du contexte culturel ou des archétypes ou des plantes même. L'idée c'était même que on était guidé par une intelligence artificielle dans une expérience de conscience. Et ça j'aimais bien. Je sais pas si je le ferai comme ça, mais qui est aussi de l'interactivité. Et je trouve que notre technologie et aussi l'intelligence artificielle va nous permettre de créer pour les artistes, va nous permettre quand même d'œuvrer dans des choses au niveau de l'interactivité et des choses vraiment intéressantes. C'est un outil, tant que ça reste un outil comme peut l'être une palette graphique. Il y a pas mal de gens d'ailleurs dans la Silicon Valley qui réfléchissent à ça, à créer des expériences un petit peu justement pour les gens qui vont pas prendre de psychédéliques ou pas aller dans ces directions-là, parce qu'il faut le dire, c'est pas non plus pour tout le monde, et qui réfléchissent à ça. Et tu parles de médias, là, t'as fini de tourner un long métrage. T'as choisi donc la forme du long métrage et pour y mettre quoi ? Puisque tu dis quand on a une idée, on choisit le... Qu'est-ce que là, tu mets dans ce long métrage ? Alors là, c'est autre chose. C'est un autre principe. C'est-à-dire que on m'a proposé de faire un film. Donc le sujet était déjà là. C'était L'homme qui rétrécit, une adaptation du roman de Mathewson, avec Jean Dujardin, et un film fantastique. Et donc on se replonge dans l'œuvre, et moi j'avais été fasciné jeune quand j'avais vu ce film à 11 ans ou 12 ans à la télévision, et je m'en souvenais parfaitement que je l'ai vu qu'une fois. Donc quelque chose de fascinant de cet homme qui réduit, qui se retrouve à vivre une aventure incroyable. Chaque jour le monde change puisque lui il réduit, donc le monde s'agrandit en fait. En fait, c'est l'histoire d'un homme dont chaque jour le monde s'agrandit. Et bien sûr, ça parle forcément de l'impermanence. Voilà, et l'impermanence, ça c'est quelque chose de fondamental dans lequel, dans notre société, on a du mal à... On s'en préoccupe pas trop, mais en fait, on se rend compte, on n'est pas permanent. On se voit vieillir ou changer, on voit les choses changer, mais tout est en mouvement. Tout meurt, naît, bouge, change dans l'univers. Et nous, on essaye de cultiver ce sentiment un peu de sécurité où les choses vont pas trop bouger, pourvu que ça bouge pas trop. Donc voilà, ça va travailler sur des choses qui sont secouées dans notre époque, parce que notre époque est difficile. Je crois par exemple pour les jeunes générations, c'est une époque sombre, où les futurs sont un peu sombres, entre les problèmes climatique, la destruction de l'écosystème, les tensions, la radicalisation, et puis les réseaux sociaux, la radicalisation complète de la société, la séparation en petites tribus où chacun vit dans sa bulle et tout. Donc l'impermanence et la mort, l'acceptation sont les thèmes du film en fait. Mais c'est aussi un film d'aventure, un film poétique. Et en soi, il n'y a pas d'expérience psychédélique dedans, mais le film en est entièrement parce que rétrécir, c'est typiquement une chose qu'on pourrait avoir si on avait pris des plantes, ce sentiment de disparaître dans l'univers, et donc en ce sens-là, ça m'a permis de voyager dans un imaginaire d'un territoire que j'aime à explorer avec les plantes, où les plantes m'ont régulièrement amené à l'intérieur.
Tu parles d'impermanence, moi ça me fait penser au cycle, tu parles de mort aussi. Est-ce que finalement ces expériences permettent d'apprivoiser la mort, la fin, les cycles, enfin les métamorphoses? Et tu dis aussi une autre chose d'ailleurs, ça permet de nous recalibrer et de nous rebrancher avec le vivant qui est aussi cette histoire de cycle. Quand on revient, notre attitude va normalement changer. Bon, il y a plein de choses dans cette question, mais voilà, ça me fait penser à ça. C'est vrai que ce sont un peu toujours des mots, cette idée de... On va jamais se apprivoiser la mort, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que dans les cérémonies avec l'ayahuasca, il y a des moments où votre pensée va mourir, où c'est la fin. Mais vous savez que vous n'allez pas mourir. Mais voilà, et c'est ça qui va reconnecter avec le corps très fort. Donc, en fait, dans la vie, il y a une des choses importantes qu'on a à faire. Hein, ça, c'est pas les indigènes qui le disent, hein, c'est nos philosophes, mais c'est d'apprendre à mourir. Et je crois qu'on apprend un peu à mourir avec les plantes. Moi, j'ai failli mourir. Enfin, j'étais dans une situation difficile où je pouvais m'en sortir ou mourir, c'était me noyer. Je dérivais dans la mer Rouge avec des requins autour. J'étais pas seul, mais il n'y avait pas de bateau, donc on pouvait, voilà. Moi, en plus, j'ai pas de cheveux, donc il y avait beaucoup de soleil, des grosses vagues. C'était, voilà, une plongée qui a un peu mal tourné, voilà. Donc là, on est face à, ok, il se peut que le bateau nous trouve, mais s'il nous trouve pas, que ce soit la fin. Et c'est dur, c'est des moments difficiles à vivre, mais j'ai quand même trouvé le chemin de la gratitude pour avoir vécu tout ce que j'avais vécu. Voilà. Et souvent, je dis d'ailleurs aux autres, je sais pas si je disparais demain, mais moi, j'ai eu que de la chance, j'ai une vie merveilleuse, j'ai plein de gratitude de tout ce que j'ai eu jusque-là. Le reste, de toute façon, je vais mourir. Vous qui m'écoutiez, vous allez mourir, on va tous mourir. Peut-être pas la fin d'ailleurs. Moi, je dirais que depuis que j'ai rencontré les Indiens, je pense pas que l'histoire s'arrête comme ça. Mais nous, on s'arrête, hein, mais voilà, tout est beaucoup plus complexe qu'on le perçoit dans notre culture. Mais en tout cas, voilà, donc faut faire en sorte et travailler pour avoir des belles pensées, chérir son jardin intérieur, essayer de faire des choses positives pour le monde et les autres autour de soi et essayer d'être dans la joie. Et c'est très difficile parfois, hein, pour tout le monde. Il y a des gens que c'est même très difficile tout le temps. Mais voilà, moi, c'est ça que ça m'a dit sur la mort, essayer de vivre au mieux et de remercier et d'être prêt à se dire à tout moment, bah maintenant je peux dire merci parce que je vais passer mon dernier instant. Je dis pas que c'est facile, hein, je pense que quand j'aurais été voilà, on a été retrouvés au bout de 25 minutes. Ça a duré que 25 minutes. C'est long quand même. Oui, surtout avec les requins, avec les gros requins autour. Mais voilà, après, souvent c'est des paroles. Là, moi je parle. Après, je te raconte juste ça. C'est juste pour dire qu'à un moment, je me suis retrouvé face à un acte. J'aurais pu ne pas en parler ou j'aurais pu paniquer. Je devais lutter contre une panique, hein. Mais à un moment, j'ai trouvé cette ressource. Ça, c'est la foi, en l'amour plus fort que la peur. Là, il faut se préparer à la mort et bien sûr, c'est pas forcément c'est recommandé pour tout le monde, mais les plantes sont un chemin vers cet apprentissage. Et il y en a une multitude d'autres pour être présent à l'instant, pour être conscient et voilà, et transcender un peu ces moments-là. Parce que je crois que sinon, c'est cette peur profonde. On ne peut pas penser à la mort, on ne peut pas la regarder. Par contre, on va la voir au cinéma. Ça, c'est aussi le rôle du cinéma, de la fiction, du théâtre, de nous faire sentir ça, parce qu'on le sent par transport, l'héroïsme comme la faim et tout ça par émotion. Ça nous apprend à le vivre parce qu'on ne sait pas trop quoi faire dans nos sociétés. On est un peu démunis. On essaie de la sortir, la mort. On met les gens qui sont un peu vieux dans des endroits spéciaux. On va les voir un peu, mais on n'est pas armé. Donc l'art s'y met. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses qui sont reliées à la mort, parce qu'il va bien falloir... Parce que c'est forcément les obsessions des habitants de ce monde. Une fois que vous avez de quoi vous nourrir et vous loger, c'est cette question qui est fondamentale. Et cette question, si on la repousse, on la met dans un coin et on s'en occupe pas, et on peut pas s'imaginer d'un coup mourir, et on peut pas s'imaginer vieux, etc.,
qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous empoisonner toute votre existence de votre vivant, que vous êtes, que ça pourrait ne pas être le cas. Donc il faut affronter cette question et pas essayer de se battre pour laisser une trace dans le monde, par exemple. Voilà, c'est un des trucs que je dis, c'est un peu absurde, c'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire, c'est juste de pas de laisser toi une trace, de faire en sorte que ton action soit positive. Voilà. J'ai une dernière question. Tu parles donc, il y a les plantes qui sont dans ta vie. Est-ce que tu aurais autre chose à partager avec les gens qui nous écoutent, que ce soit, je sais pas, une œuvre, une pratique, enfin quelque chose qui te permet de te connecter en fait à ces espaces, qui soient pas des cérémonies à l'autre bout du monde ou voilà. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou partager de toi ce que tu fais? Mais il y a plein de choses qui peuvent nous permettre de faire ça, enfin, en tout cas, nous permettre d'aller mieux, d'avancer, d'observer. Il y a toutes les techniques de méditation. Moi, j'ai jamais fait, par exemple, le Vipassana, mais j'ai vu les résultats positifs sur plein de gens, donc c'est quelque chose que je recommanderais. C'est un peu extrême, c'est un peu comme les plantes, mais en méditation. Mais je l'ai pas fait. Sinon, les respirations. Il y a des tas d'exercices de respiration et de rétention de respiration. On en trouve plein. Il y a un gars sur YouTube qui s'appelle Sandy, S-A-N-D-Y, que je trouve très intéressant. Moi, je fais plutôt ces respirations à lui. Il y en a une qui s'appelle Better Than Coffee. Voilà, ça, je fais très régulièrement. Et je trouve que c'est une manière de se centrer en 10 minutes très, très positive. Après, il y a le yoga. Moi, je fais du yoga. Ma compagne enseigne le yoga diamant. C'est un yoga justement d'expansion de conscience. Ensuite, dans les choses se relier à la nature. Alors ça, c'est très important. C'est aller dans la nature, aller se coller aux arbres, aller ressentir dans la nature. Si on veut aussi bien se connecter, il faut être bien. Si on veut être bien dans ses pensées, il faut avoir une bonne alimentation. Donc, il faut faire attention à ce qui rentre dans votre corps. Et dans un outil un peu fort, mais que je trouve vraiment intéressant, c'est la Roxiva, c'est une lampe à fréquence. J'ai une Roxiva, j'en fais quasiment tous les jours. Et c'est même quelque chose qui m'a aidé en tournage. C'est-à-dire que quand je tourne un film qui demande beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie, dans ma loge, j'ai ma Roxiva et quand c'est la pause déjeuner, je mange rapidement, à peu près d'ailleurs souvent la même chose pour que le corps s'habitue à les digérer, quelque chose d'équilibré. Et je vais m'allonger 20 minutes sous la Roxiva et là, j'ai pas fait une nuit de sommeil, mais là, j'ai vraiment repris beaucoup de force. Mais ça marche comment? C'est des couleurs, C'est des fréquences. On voit des couleurs, mais c'est de la lumière blanche. C'est de la luminothérapie. Il y en a différentes. Moi, celle que j'utilise, c'est la Roxiva. Ça, vraiment, c'est peut-être la chose que je fais le plus souvent parce qu'on peut faire des séances de 10 minutes comme de 2 heures. Voilà, et des séances calibrées pour reprendre de l'énergie, pour se reposer, pour être inspiré, pour trouver le sommeil. Il y a tout un jeu de fréquences. Ça force, en fait, le battement de la lumière, force votre cerveau. Votre esprit aller dans des certains types d'ondes qui correspondent au sommeil profond. Donc vous baladez entre sommeil profond, rêve lucide, etc. Et voilà. Et mon corps, maintenant, si par exemple je suis dans une pièce et qu'il y a un néon qui se met à battre, mon corps se détend tout de suite. Parce qu'il croit qu'il est sous la Roxiva. Il s'est dit, quand même, allons faire un tour de Roxiva, il dit à mon esprit. T'en as besoin pour apaiser tes pensées. C'est bien, c'est pratique ça. Merci beaucoup Yann d'être venu, d'avoir partagé aussi généreusement ton temps et ta pensée. Et voilà, merci. Merci à toi de m'avoir reçu. Bonne route, bonne journée. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Invisibili sur votre plateforme préférée, à aimer, partager, commenter pour soutenir le podcast, le faire vivre et grandir.